Bonjour à tous. Et si on parlait d'Europe, de ce vieux continent dont on dit qu'il est à la croisée des chemins de son avenir, à quoi va-t-il ressembler le 9 juin prochain? Quel sera son visage? 360 millions d'Européens sont appelés à élire leurs députés, 720 au total, dont 81 en France. La France qui est d'ailleurs le pays le mieux représenté au Parlement derrière l'Allemagne. Alors qui sont ces candidats de Nouvelle-Aquitaine? À quoi aspirent-ils? Que défendent-ils? Bienvenue dans Européenne, moi candidat. Et bonjour Julie Rochagneux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes de Gironde, conseillère municipale et régionale du Rassemblement national, en position éligible, 18e sur la liste de Jordan Bardella. L'Europe qui nous semble parfois si lointaine et qui pourtant est très proche et joue un rôle majeur dans notre quotidien. Vous répétez-vous à l'envi que personne ne comprend rien à l'Europe, que c'est de la technocratie. Que dites-vous alors sur cette Europe? Stop ou encore? Car vous avez beaucoup changé d'avis. Je ne crois pas que nous ayons changé d'avis. Je crois surtout que notre projet a souvent été caricaturé puisque nous voulons une autre Europe. Vouloir une autre Europe, c'est ce que veulent aujourd'hui la majorité des Français. Une autre Europe, c'est une Europe dans laquelle la souveraineté serait préservée, la souveraineté qui aujourd'hui est essentielle pour assurer la puissance de la France en Europe et dans le monde. Vous dites que vous n'avez pas changé d'avis, mais quand même un petit peu, parce que vous vouliez la sortie de l'Union européenne, vous vouliez aussi la sortie de l'euro, tout ça c'est terminé. Alors là, effectivement, la sortie de l'euro c'est terminé, mais la situation n'est pas la même aujourd'hui sur plusieurs points. Et nous portons aujourd'hui un projet qui est totalement différent et surtout nous mettons beaucoup d'espoir dans différents pays qui, eux aussi, mettent en avant, en tout cas les peuples, des mouvements politiques qui veulent plus de souveraineté, qui veulent plus de liberté et un peu moins de carcan européen qui est parfois décidé contre l'avis des peuples. Donc plus une Europe des nations. On va voir tout cela dans 4 thèmes. Et le premier, c'est l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce que nous sommes la Nouvelle-Aquitaine et que la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole de France. On se souvient, et vous aussi, de ces images en début d'année, de ces tracteurs qui ont rallié Paris, de cette colère paysanne en Europe. Beaucoup sont d'ailleurs partis de chez nous, de la région Nouvelle-Aquitaine. Certains pour crier leur désespoir, d'autres parce qu'ils voulaient un salaire décent. Et vous, dans tout ça, vous qui avez voté la PAC, vous ne dites pas que la PAC était à l'origine de leur misère? Absolument pas. Ce qui est à l'origine de leur misère, c'est les doubles contraintes, notamment environnementales, que leur impose l'Union européenne et la France, sans prendre l'avis des personnes qui sont sur le terrain. La PAC, si nous l'avons votée, c'est parce qu'il y a une partie qui a été renationalisée et parce que les aides directes de l'État ont de nouveau été acceptées. Oui, mais on vous a entendu dire c'est la faute de l'Europe si nos agriculteurs aujourd'hui crèvent la faim. Pardonnez-moi cette expression, mais c'était un peu la vôtre. Oui. Alors, c'est pas contradictoire? Non, c'est absolument pas contradictoire. Je veux dire, la PAC n'a pas, par exemple, de rapport avec les accords de libre-échange qui ont été votés par le Parlement européen et qui ont été poussés par la Commission européenne. Et ça n'a pas non plus de rapport avec le pacte vert, avec la stratégie de la ferme à la fourchette, qui aussi a été poussée par la Commission européenne et qui prévoit de la décroissance de production sur les années à venir. La PAC, qui est le plus gros budget européen, et c'est 10 milliards d'euros versés par an aux agriculteurs français. Ça n'est pas suffisant ou ça l'est, d'après vous? Le problème, c'est surtout que la France donne plus à l'Union européenne que ce que l'Union européenne récupère. Donc, les paysans qui reçoivent aujourd'hui des aides en France, ils reçoivent des aides qui sont conditionnées par des décisions européennes, alors que ces aides sont issues d'une partie de l'argent des Français. Donc, je trouve ça un peu indélicat de dire que les agriculteurs vivent grâce à la PAC, puisque l'argent vient de la contribution française. 28 800 euros net par an, c'est le revenu moyen, le salaire annuel moyen d'un agriculteur en Europe. Vous faites quoi très concrètement pour que ce revenu soit plus fort? Très concrètement, il faut garantir des prix aux agriculteurs en mettant la pression sur la grande distribution, sur les grandes coopératives qui parfois ont trop abusé de leur pouvoir et de leur monopole pour peser à la baisse sur les prix des produits agricoles. Et il faut aussi protéger notre agriculture de la concurrence extérieure des pays au sein même de l'Union européenne et des pays qui sont à l'autre bout du monde. Ça veut dire quoi? Vous dites non aux accords de libre-échange, c'est ça?
on ne dit pas forcément non aux accords de libre-échange, on dit non aux accords de libre-échange qui utilisent l'agriculture comme variable d'ajustement. Parce qu'aujourd'hui, les secteurs qui bénéficient des accords de libre-échange, c'est surtout des secteurs industriels, le secteur automobile de l'Allemand, des secteurs industriels d'Italie, mais c'est rarement l'agriculture. L'agriculture est souvent vue comme une variable d'ajustement. On a beaucoup parlé des clauses miroirs. Ces clauses miroirs, elles sont très très peu mises en œuvre. Et lorsqu'elles le sont de manière assez ridicule. Par exemple, on a des clauses miroirs sur l'accord avec la Nouvelle-Zélande pour empêcher d'importer de la viande issue d'élevage extensif, alors que c'est très peu le cas en Nouvelle-Zélande, que c'est plutôt des élevages qui sont basés sur le pâturage. Donc on a mis cette clause miroir, alors qu'aujourd'hui, elle n'a pas vraiment d'intérêt, puisqu'en réalité, elle aurait dû être mise, cette clause miroir, spécifiquement sur le Mercosur et pas sur l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Vous voulez instaurer le patriotisme économique pour protéger nos agriculteurs, dites-vous. Ça veut dire quoi très concrètement ? Le patriotisme économique pour protéger nos agriculteurs, c'est notamment faire une préférence locale dans la restauration collective. Le patriotisme économique, c'est de dire nos produits sont excellents, les Français sont fiers de nos produits, ils préfèrent consommer cela. Donc c'est par exemple par la puissance publique préférer les achats de produits locaux et de bonne qualité dans les cantines. Et c'est aussi, je l'ai dit, protéger des accords de libre-échange nos agriculteurs. Ça nous amène à l'environnement parce que la colère du monde paysan, elle a rebattu les cartes et a amené à une révision de la PAC, aux grandes dames des écologistes, puisque les députés ont supprimé en mars dernier, il y a quelques jours, donc une partie des critères environnementaux. Ça vous plaît, j'imagine Moins d'écologie ? Non, ce n'est pas moins d'écologie, c'est là aussi une écologie autrement. Si. Et c'est surtout une écologie qui est décidée avec les producteurs. C'est-à-dire que cette écologie qui est décidée par des technocrates et par des fonctionnaires qui parfois n'ont jamais mis les pieds sur une terre agricole, c'est un peu déplacé d'imposer ça aux agriculteurs. Fin de l'obligation de laisser des terres arables en jachère, fin de l'obligation de la rotation des cultures. C'est pas très bon tout ça pour la planète malgré tout. Donc quid de l'écologie ? Moi je crois que les paysans savent ce qui est bon pour la planète parce qu'ils sont tous les jours au contact de la terre. Ils ont intérêt à ce que la planète aille bien, ils ont intérêt à ce que la Terre soit riche, donc je leur fais confiance entièrement pour savoir ce qui est bon pour la planète. C'est pas facile de dire finalement, je me repose sur ces agriculteurs qui savent mieux que nous, les politiques, qui allons devoir défendre à Bruxelles quand même des... Je crois au contraire que l'échec aujourd'hui de la politique, c'est le fait qu'on n'ait pas assez consulté les gens du terrain, et dans tous les domaines. Dans l'industrie, dans l'agriculture, dans la sécurité, je crois qu'aujourd'hui, l'échec global et le manque de confiance des Français dans la politique, c'est parce qu'on ne les consulte pas assez. Est-ce que pour le RN, l'écologie reste une priorité ou pas ? Vous qui êtes climato-sceptique. On n'est absolument pas climato-sceptique. Jordan Bardella le rappelle énormément. On a d'ailleurs voté certains textes au Parlement européen qui améliorent la condition et qui ont pour but de lutter contre la pollution parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Personne n'a envie de vivre dans un pays ou dans un monde qui est pollué. Mais nous remettons en cause le fait de prendre des décisions en dehors des réalités du terrain avec des objectifs trop contraignants et qui auront des répercussions financières sur les Français. Alors je prends un exemple très précis, c'est le pacte vert. Le fameux Green Deal, qui est la réponse de l'Union européenne à la crise climatique actuelle. C'est la feuille de route des 27 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et on le voit, elle est l'objet déjà de toutes les critiques. Son projet phare est déjà en recul. Bref, c'est du vert pâle qui s'annonce. Et là, vous êtes d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas contradictoire avec tout ce que vous venez de me dire. On n'a pas l'impression que c'est du vert pâle dans le pacte vert. Pardonnez-moi, mais... Le projet phare de baisse de 50% de l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030 a été retiré. Non, mais ça, c'est uniquement un des textes qui est lié à l'agriculture. Le pacte vert, c'est sur l'automobile, c'est sur l'industrie, c'est sur les importations, c'est sur beaucoup de domaines. Donc, effectivement, il y a eu quelques reculades sur des projets. Et d'ailleurs, c'était tant mieux. Nous avons voté contre la fin des pesticides parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi de privilégier les agriculteurs en les aidant et en allant vers une sortie progressive des pesticides. D'une manière générale, vous me dites qu'il y a quelques reculades, mais malgré tout, est-ce qu'au regard du contexte actuel, et on le sait, le climat, la biodiversité, ce sont des enjeux qui sont importants pour les années à venir, si on fait des reculades, est-ce qu'il ne faudra pas, dans 5 ans, dans 10 ans, avoir des conditions encore plus strictes à faire appliquer ? Je crois surtout qu'il faut arrêter de mettre des objectifs, par exemple la neutralité carbone à horizon 2050, qui se base sur rien. Donc on a juste en fait l'estimation financière des investissements qui vont devoir être faits, 620 milliards d'euros par an selon la Commission européenne pour atteindre les objectifs, mais on n'a aucun plan concret pour y arriver. On ne sait pas comment les États vont faire. Tout ce qu'on sait au final, c'est que c'est les peuples qui vont finir par payer cette transition énergétique et cette transition écologique qui a été décidée dans leur dos. Troisième grand thème, ce sont les transports. Et d'abord le rail, puisqu'on est dans une région
où on a la ligne à grande vitesse. On est à 2 heures de Paris depuis Bordeaux. On a la future LGV Bordeaux-Dax-Toulouse, toutes ces LGV qui permettent de relier entre elles les grandes métropoles. Et le train du quotidien dans tout ça, celui des usagers, de monsieur et madame Dupont qui chaque matin partent à leur travail. Comment on fait pour que l'Europe s'en préoccupe ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut être très clair sur les compétences de l'Europe, des collectivités locales et de l'État. Le train du quotidien, les TER, c'est aux régions de s'en occuper. En l'occurrence, pour la LGV, l'Union européenne s'est un peu désengagée puisqu'elle va financer seulement à hauteur de 20% de projets. Nous considérons que l'Union européenne doit plus financer ce projet parce que ce projet a vocation à être une ligne qui arrive au final en Espagne et la région doit s'occuper du train du quotidien. Le conseil régional va devoir financer énormément le grand projet du Sud-Ouest, le GPSO, donc ces lignes de TGV, alors que l'argent devrait plutôt être fléché vers, pour le coup, les lignes du quotidien et les lignes TER. Un mot sur les méga-camions, parce que le Parlement européen a ouvert la voie ces dernières semaines à la circulation facilitée de ces méga-camions sur les routes européennes, jusqu'à 25 mètres de long, ils pèsent jusqu'à 60 tonnes. On le voit, regardez, ils sont autorisés en Espagne, ils sont autorisés dans les pays du Nord. Chez nous, ça reste encore très protégé. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Nous sommes contre la circulation des méga-camions pour plusieurs raisons. Déjà, ça va poser un problème de sécurité routière. Ça va ensuite poser un problème de coût de rénovation des routes, puisque les méga-camions, qui pourront peser jusqu'à 60 tonnes et faire jusqu'à 25 mètres de long, vont dégrader nos routes. Et qui, au final, paiera ces rénovations? Ce seront les Français. Et ces méga-camions, c'est aussi un peu, en quelque sorte, la fin, ça signe la fin du fret ferroviaire. La Commission européenne a imposé à la France de mettre en concurrence ces lignes de fret. Ça va avoir un coût énorme pour la SNCF, alors que c'est un des secteurs les plus rentables. Donc on voit que le fret ferroviaire et le fret fluvial, qui pourtant devaient être des priorités, ne le sont pas aujourd'hui. Et ces méga-camions seront le symbole de l'ultra-mondialisation dans laquelle on est aujourd'hui inscrit, dans laquelle la plupart des gens espèrent sortir le plus rapidement possible. Dernier thème, les migrations. Le vieux continent est le théâtre d'une montée inédite des nationalismes et des partis d'extrême droite. Ils sont en tête des intentions de vote dans 9 pays de l'Union européenne. C'est le cas en France. Est-ce que vous estimez donc que l'immigration n'est définitivement pas une chance pour l'Europe ? L'immigration n'est pas une chance pour l'Europe parce que l'immigration, elle a un coût sécuritaire, elle a un coût identitaire et elle a un coût social pour les pays européens. L'immigration, il suffit de voir les sondages en France et en Europe et il suffira de voir les résultats le soir du 9 juin. Les Français ne veulent plus. Ils ont trop pris leur part en matière d'immigration. Aujourd'hui, ils ont vu les répercussions que ça avait. Ils le voient tous les jours dans leur quotidien. Donc, c'est absolument pas une chance ni pour la France ni pour l'Europe. Et pourtant, les pays ont besoin d'une main-d'œuvre qui vient d'ailleurs. Je pense à pas très loin de chez nous, ne serait-ce que les viticulteurs, les producteurs de fruits, de légumes, du Lot-et-Garonne, les producteurs d'asperges. Je le disais il n'y a pas très longtemps en Charente, il y avait une seule cueilleuse française. Il a fallu aller chercher des gens de l'extérieur et ils étaient bien contents. Vous leur dites quoi à ces gens-là? Finalement, débrouillez-vous tout seul? Je crois qu'on prend le problème à l'envers. Si aujourd'hui, certaines personnes ne veulent pas exercer ces métiers, c'est parce que les salaires ont été baissés, parce que les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et tout ça, notamment parce qu'on a accepté une main-d'œuvre qui venait de pays étrangers et qui avait moins d'exigences pour exercer ces métiers-là. Donc, je pense qu'on prend le problème à l'envers. Je crois qu'il faut arrêter cette mise en concurrence. Vous dites non aux saisonniers étrangers. Il faut limiter les saisonniers étrangers uniquement dès qu'on se rassure qu'on aura sollicité un maximum de Français pour exercer ces emplois. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a trop de chômage en France, qu'il y a trop de jeunes qui sont au chômage et ne pas faire en sorte qu'ils exercent ces emplois. Et également, il faut aussi noter qu'il y a peut-être trop de contraintes sur le travail, sur la jeunesse, sur les jeunes qui aujourd'hui ne peuvent pas aller travailler à 14, 15 ou 16 ans parce qu'on impose des contraintes qui sont absolument absurdes. Les jeunes de ces âges-là ont toujours travaillé dans l'histoire de la France. Parce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est très compliqué. compliqué. Un jeune de 14 et ans... aujourd'hui, les jeunes qui le veulent, bien sûr, évidemment. Il y a plein de jeunes qui, aujourd'hui, en été, veulent travailler pour se faire un peu d'argent et puis pour voir ce qui leur plaît, ce qui les intéresse. Alors, les députés européens ont voté l'adoption du pacte sur l'asile et immigration qui renforce la lutte contre l'immigration illégale et qui accélère la reconduction des personnes en situation irrégulière. C'était il n'y a pas très longtemps. Le RN ne l'a pas voté. Vous êtes d'accord, ce pacte Bien sûr. asile et immigration. Vous dites que ça va amener une immigration massive en Europe. Pourquoi ? Le pacte migration, ça a plutôt vocation à légaliser l'immigration clandestine. Nous, ce que nous prenons, c'est le refoulement des migrants illégaux qui tentent de venir en Europe. Une fois que ces personnes-là ont mis le pied en Europe, c'est extrêmement dur, même si leur demande d'asile est déboutée, de les expulser. On voit aujourd'hui que les chiffres des expulsions sont extrêmement faibles, tant en France qu'en Europe. Donc le pacte des migrations, ça a pour but d'accueillir les migrants
et de les répartir ensuite dans les pays d'origine sous peine d'une sanction financière si les États refusent les quotas qui leur seront attribués. Donc ce n'est pas notre vision de l'immigration, nous voulons des doubles frontières. Mais quelle est la recette quand même du RN pour mettre fin à ces drames? Parce que la Méditerranée est quand même un cimetière à ciel ouvert. Il y a quand même une solidarité des peuples. Vous êtes contre la solidarité des peuples? Nous sommes contre le fait de créer des appels d'air pour des personnes qui voudraient venir clandestinement en Europe, alors qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas grand-chose à leur offrir. Ça veut dire que vous êtes contre la remigration dont on parle beaucoup en ce moment? Vous savez, ces personnes qui sont, par exemple, aussi d'ici, et puis que l'on renvoie chez eux dans leur pays d'origine. Ah, c'est-à-dire les clandestins ou les... Non, les personnes d'origine, par exemple en France, les personnes d'origine française. Et je ne sais pas où est-ce que vous avez vu qu'en France, on renvoie des personnes dans leur pays. La remigration, c'est un concept dont on parle beaucoup en ce moment. L'Angleterre, par exemple. Oui, mais c'est des personnes qui sont clandestines. Ou alors c'est des personnes... si c'est des personnes qui font le vœu de rentrer dans leur pays, effectivement, ça peut être qu'encouragé. Mais il n'y a aucun pays actuellement en Europe qui force des personnes qui se maintiennent légalement sur leur territoire à rentrer dans leur pays d'origine si ce n'est pas une volonté propre de ces personnes. En tout cas, vous n'êtes pas contre la remigration. Vous êtes contre la remigration au RN. Je comprends pas votre question en fait. La question c'est simple, c'est est-ce que vous êtes contre le fait de renvoyer chez eux des personnes d'origine étrangère sous prétexte qu'il y en a trop dans les pays en Europe? Nous sommes pour expulser les personnes qui se maintiennent clandestinement sur notre territoire. Les personnes qui sont légalement sur notre territoire avec un titre de séjour ou avec un droit d'asile peuvent évidemment s'y maintenir puisque c'est la loi et force doit rester à la loi. Si vous êtes élue, Julie Rochagneux, le 9 juin, vous allez siéger au Parlement européen avec le groupe Identité et Démocratie, ID, qui est situé à l'extrême droite de l'échiquier politique. Pour vous, quel est le défi majeur de ces nouvelles élections européennes? Le défi majeur de ces nouvelles élections européennes, c'est d'opposer notre projet, qui est un projet de mise en valeur des nations au sein de l'Europe, et le projet d'Emmanuel Macron et de Valérie Hayet, qui est un projet fédéraliste. Valérie Hayet l'a dit, elle l'a assumé. On a vu dans le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron sur l'Europe, qui a duré plus de 2 heures, il a d'ailleurs été très clair, donc nous le remercions de ce discours. Il a été très clair sur ce qu'il voulait faire de l'Europe, une Europe dans laquelle les nations ont de moins en moins de pouvoir et dans laquelle la Commission européenne, dont la présidente deviendrait d'ailleurs une présidente de l'Union européenne, aurait absolument tous les pouvoirs. Julie Rochagneux, si vous êtes élue, vous êtes en position éligible. Est-ce que vous savez d'ores et déjà quelle commission vous intéresserait? Bien sûr, je demanderai des commissions qui sont liées à la pêche, à l'agriculture et également des commissions qui sont liées à l'industrie. Merci Julie Rochagneux. Merci.